Dhaka, la capitale du Bangladesh, est toujours cet atelier géant qui travaille jour et nuit pour la planète. Difficile d'imaginer qu'il y a tout juste un an, le destin du pays menaçait de basculer. Roshanara, une ouvrière de 44 ans, était au cœur de la catastrophe. Il y a du monde ici. Nous l'accompagnons avec l'une de ses filles sur les lieux où elle a failli perdre la vie. Chaque jour depuis un an, des dizaines de curieux se glissent à travers les palissades métalliques. Ce champ de ruines au cœur de la ville ne parvient pas à se dérober au regard. Ah, ça sent vraiment fort ici. Qu'est-ce que c'est là, maman? Là, il y avait des escaliers. Roshanara est une miraculée. Cette couturière travaillait ici, dans l'usine géante du Rana Plaza. Elle gagnait 30 € par mois. Le 24 avril 2013, l'immeuble de 9 étages s'est effondré. Avec lui, 5 ateliers de sous-traitants textiles. Plus de 1100 ouvriers sont morts. En cause, des fissures dans le bâtiment. Vous voyez les escaliers là-bas au fond? C'est de là que j'ai sauté. Je me suis dit, il vaut mieux que je saute, au moins mon corps sera à l'extérieur. Mes enfants le retrouveront et mon mari pourra m'enterrer. Blessée, elle est parvenue à s'extraire des décombres. Un an plus tard, ils n'ont pas encore été déblayés. Nous comprenons d'où vient l'odeur qui incommode Roshanara. Il y a encore des corps là-dessous. Ils en ont emmené à la morgue, mais ils ne les ont pas tous déterrés. Il en reste encore beaucoup. Un site qui semble déserté par les autorités. Aujourd'hui, ce sont les curieux qui exhument les ossements. Ça, c'est les os de quelle partie du corps? Ça doit être la jambe ou le bras. Et ça, c'est l'os du bassin. On vient juste de les retrouver. Un modeste monument évoque le souvenir des victimes. C'est pour que cette histoire ne se reproduise plus. Que les patrons respectent les ouvriers et qu'il n'y ait plus d'enfants orphelins. J'espère vraiment que les gens vont se souvenir. On ne veut plus de ça ici. Avec le Rana Plaza, le monde a découvert dans quelles conditions travaillaient les ouvriers qui fabriquent nos vêtements. Des grèves ont paralysé le Bangladesh. Pointés du doigt, les marques ont promis de tout remettre en question. Alors, un an plus tard, les usines sont-elles plus sûres? Les ouvriers mieux payés? Nous mènerons l'enquête. Nous irons aussi au Cambodge, où de plus en plus de marques se fournissent désormais, et où à leur tour, les ouvriers se sont révoltés. Comme si l'industrie textile, où qu'elle aille, n'était plus en mesure de contenir la colère des petites mains. Une cour d'école transformée en morgue. C'est ici que nous avons rencontré Roshanara. Cette séquence a été filmée 15 jours après la tragédie du Rana Plaza. La couturière est alors sans nouvelles de son fils adoptif qui travaillait comme elle dans l'un des ateliers. Quand les fourgonnettes déposent des corps, elle se précipite. Montrez-moi qui c'est, je veux voir son visage. Montrez celui-là, oui celui-là. Une famille reconnaît l'un des siens. Roshanara va tenter de les réconforter. Je vous en prie, ne pleurez pas. Il faut être courageux. On a tous perdu des êtres chers. Il ne faut pas pleurer. Ce jour-là, les autres corps ne pourront pas être identifiés. C'est pas lui. Je n'ai pas retrouvé mon fils. Pendant 2 mois, inlassablement, Roshanara se rendra tous les jours dans cette morgue, en vain. Le corps de son fils adoptif sera finalement retrouvé dans les ruines du Rana Plaza.
Des tests ADN pris en charge par les autorités permettront de l'identifier. Un an plus tard, la vie de Roshanara s'est-elle améliorée? Nous la retrouvons dans le bidonville de Dhaka, où elle habite. Nous apprenons que le gouvernement a versé 750 € en compensation de la mort de son fils adoptif. Mais l'argent était destiné à la mère biologique. Après de longs mois d'hésitation, la couturière a repris du service dans une usine textile. Pendant un an, je n'ai pas pu travailler tellement j'avais peur. J'ai vécu un enfer. Maintenant, je me sens mal tous les jours quand je vais à l'usine. Ma vie est encore pire qu'avant. Roshanara nous confiera que 2 incendies ont récemment éclaté dans l'usine où elle travaille. Elle a pu sortir à temps. Un an plus tard, les conditions de travail des ouvriers ont-elles changé? Leurs usines sont-elles plus sûres? 150 marques se sont engagées à faire respecter à leurs fabricants les normes de sécurité. Nous décidons de visiter une usine en caméra cachée. Nous allons nous faire passer pour des acheteurs sourcilleux. Allez, allez, travaillez, faites comme d'habitude. C'est le contremaître qui nous reçoit. On vient d'avoir de grosses commandes, surtout pour l'Allemagne et le Brésil. On fournit beaucoup l'Allemagne avec la marque Kappa. Et on travaille aussi pour la marque JC Penney. Je peux vous montrer, on a tous ces clients. Le bâtiment est-il aux normes? Nous avons des doutes. Vous n'avez qu'un seul extincteur? Oui, mais il est vide. Il faudrait que je le remplisse. Est-ce qu'il y a des sorties de secours? Il y en a une là, mais elle est fermée. Et on peut l'ouvrir? Non, on ne peut pas l'ouvrir. On n'a pas les clés. Nous poursuivons la visite avec le directeur. Nous l'interrogeons sur les fils électriques qui pendent. Toute l'installation électrique, il faudrait qu'on la change. Tous ces câbles, il faudrait les refaire. Les risques d'incendie semblent donc très élevés. Le directeur nous explique pourquoi les travaux ne sont pas faits. En ce moment, les prix d'achat sont tellement bas, c'est impossible de payer ces travaux. Il faudrait des prix plus élevés. Là, on ne peut pas survivre. On ne peut vraiment pas survivre. Je sais que le textile, c'est un business global, où les marques essaient toujours d'avoir les prix les plus bas. Je comprends ça. Mais nous avons énormément de problèmes à cause de ces prix. Depuis le Rana Plaza, certaines marques exigeraient donc des usines qu'elles se rénovent, mais elles ne participeraient pas aux travaux. Ont-elles prévu des contrôles? Juste avant de quitter les lieux, nous posons la question au contremaître. Votre usine, elle n'est pas aux normes? Non, elle n'est pas aux normes. Et les marques, elles ne vous créent pas de problème? Non, les marques, elles viennent jamais ici. On a une usine qui est aux normes. Alors les marques vont là-bas pour passer les commandes et signer les contrats. Et après, nous, on fabrique ici. On est des sous-traitants, on ne les voit pas. Nous avons demandé une interview à la marque de vêtements sportifs Kappa ainsi qu'à la marque JC Penney, sans succès. Tout se passe comme si la tragédie du Rana Plaza n'avait rien changé aux conditions de travail des ouvriers. À une exception, le gouvernement a augmenté leur salaire de 30 à 50 €. Quant aux marques occidentales, quelle a été leur attitude depuis le drame? Au-delà des questions de sécurité, ont-elles versé de l'argent aux survivants du Rana Plaza? Roshanara n'a touché que 75 € d'aide d'urgence, payée par le gouvernement. Elle n'a toujours rien reçu des marques, même si un fonds d'indemnisation a été constitué. Un an après le drame, il devrait lui verser 450 €. Seules 10 marques contribuent à ce fonds. Parmi elles, les Espagnols Mango et El Corte Inglés, le Français Camailleux. Ou encore le Canadien Joe Fresh, dont nous avons retrouvé l'étiquette dans les ruines quelques jours après le drame. Toutes reconnaissent avoir fait travailler le Rana Plaza en direct ou en sous-traitance. Nous avions aussi trouvé cette fiche de commande de Benetton.
Contactée, la marque italienne admet seulement avoir demandé des échantillons. Elle ne veut pas verser d'argent. Et elle n'est pas la seule. Le français Auchan, dont l'étiquette a également été photographiée, en rejette la responsabilité sur ses fournisseurs. Ceux-ci n'auraient pas informé la marque qu'ils sous-traitaient ici. À Paris, nous avons cherché à en savoir plus. Après de multiples sollicitations au téléphone, nous nous sommes rendus au siège d'Auchan. Nous serons finalement éconduits. Ok, merci monsieur. Enfin, nous avions aussi trouvé cette étiquette d'H&M. Dans la foulée, nous avions contacté la marque suédoise. Elle nous avait répondu ceci. H&M n'a jamais travaillé avec aucun fournisseur du Rana Plaza. Une position réaffirmée 1 an après le drame. À ce jour, les autorités bangladaises ont établi que 28 marques occidentales étaient présentes au Rana Plaza, mais la liste n'est pas définitive. Tout se passe comme si le Bangladesh était devenu mauvais pour l'image des marques. Il n'existe aucun chiffre officiel, mais selon nos informations, le pays aurait perdu jusqu'à 15% de ses commandes. A l'inverse, Phnom Penh, la capitale du Cambodge, est la nouvelle vitrine mondiale de l'industrie textile. La ville se modernise à vue d'œil. Des 4x4 rutilants empruntent ces larges avenues. Ces 3 dernières années, plus de 200 usines gigantesques y ont été construites. De plus en plus de marques occidentales leur font appel depuis le Rana Plaza. Le secteur textile représente désormais 80% des exportations du pays. À quoi ressemblent ces toutes nouvelles usines? Nous allons entrer en caméra cachée dans l'une d'elles. À nouveau, nous nous faisons passer pour des acheteurs. Le patron nous reçoit. Bonjour. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Venez, on va descendre visiter l'usine. Nous pénétrons dans un immense atelier de 50 000 mètres carrés. Les ouvriers y confectionnent des jeans. Le patron nous explique que les affaires sont bonnes. Certains de ses clients, comme Levi's ou H&M, auraient retiré une partie de leur production du Bangladesh pour la lui confier. Il y a combien d'ouvriers dans cet atelier? Il y a une vingtaine de rangées. Et dans chacune, il y a 70 ouvriers. Donc ça fait plus de 1000 ouvriers. Et les ouvriers travaillent combien d'heures par jour? Ils travaillent 8 heures. Et ils peuvent faire 2 heures supplémentaires payées. Les équipements sont ultra modernes. Des enseignes électroniques affichent en temps réel le nombre de vêtements confectionnés. Ils seront exportés en Amérique et en Europe. Ça, c'est pour le Canada. Ça, c'est pour la France. C'est la marque Pimki. On en fait 120 000 pièces. Ça part dans un mois. Maintenant que vous avez visité notre usine, vous pouvez nous faire confiance. Des conditions de travail qui semblent satisfaisantes. Des outils flambant neufs. Les nouvelles usines du Cambodge n'auraient donc rien à voir avec celles du Bangladesh. Mais qu'en pensent les ouvriers? Nous avons rendez-vous avec une couturière de 22 ans, Sofia. Nous la rencontrons en fin d'après-midi dans une cité dortoir sans eau courante. Elle partage une chambre de 8 mètres carrés avec une collègue. Entrez, attention, c'est très sombre. L'usine où elle travaille fournit Gap, Zara, Celio, H&M ou encore Benetton. Elle nous explique que la cadence y est très rude. D'après elle, les objectifs de rendement sont difficiles à atteindre.
Souvent, on a 700 pièces à faire dans la journée. Et il faut absolument les finir, sinon ils nous forcent à rester plus tard. Du coup, on se dépêche de tout terminer. Il y a beaucoup d'ouvrières qui font des malaises devant leur poste. Moi, je suis très fatiguée. Ça m'arrive souvent de m'évanouir. Il y a encore quelques semaines, Sofia gagnait 60 € par mois. Un salaire très bas dans un pays frappé par l'inflation galopante. Alors l'hiver dernier, elle est descendue dans la rue, comme plusieurs dizaines de milliers d'ouvriers. Ils demandaient le doublement de leur salaire à 120 €. La violence de la répression l'a stupéfaite. Pendant les grèves, la police est arrivée. Elle a commencé tout de suite à nous frapper sans sommation. Elle nous a dispersés en nous tirant dessus. Des tirs à balles réelles, 4 morts, des dizaines de blessés graves. Finalement, les ouvriers n'obtiendront que 15 € supplémentaires. Ils reprendront le travail fin janvier, après plusieurs semaines marquées par la violence. Voici la photo de mon frère quand la police l'a torturé et frappé. C'était le 3e jour des manifestations. Il a reçu beaucoup de coups de pied à la tête et sur la nuque. Son nez s'est cassé. Il était dans un état très grave. Aujourd'hui, il ne voit presque plus et a du mal à entendre. Pourquoi le frère de Sofia a-t-il été passé à tabac? Il n'était pas un leader syndical. Il aurait simplement raccompagné chez elle des ouvrières menacées par les militaires. Depuis le 3 janvier, il est incarcéré avec d'autres ouvriers. Je ne sais plus quoi faire maintenant. Mon frère est en prison. Je suis complètement perdue. Je n'ai plus mes parents, je suis toute seule. Sofia doit bientôt rendre visite à son frère en prison. Nous l'accompagnerons. Pendant les grèves, la plupart des marques sont restées muettes. Mais quelle a été la position des fabricants? Retour à l'usine modèle. Le patron nous présente son associé, ici en jaune. Il dirige un autre atelier qui fournit Zara, Gap ou Decathlon. Il aurait licencié une vingtaine d'ouvriers syndiqués. Et dans votre usine, il y a eu des grèves? La question les amuse. Oui, 3 mois et demi de grève. Vous vous rendez compte? Dans mon usine, ça a duré 3 mois et demi. J'aurais pu figurer dans le Guinness des records. Les ouvriers avaient toutes ces revendications insensées. Un salaire minimum de 120 €, 2 € pour leur repas, etc., etc. Et vous pensez que la situation est stabilisée? Oui, maintenant, quand les ouvriers protestent, le gouvernement leur envoie les militaires. Alors maintenant, ils ont peur. Le gouvernement est en train de leur régler leurs comptes. Donc il n'y aura plus de nouvelles émeutes. Des relations sociales qui restent très tendues. Nous allons confier une caméra cachée à une journaliste cambodgienne. Elle va se faire embaucher comme ouvrière à la journée. À l'aube, comme ces femmes, elle se poste à un point de rendez-vous et se voit proposer du travail. Elle monte dans un camion. Direction l'usine. Aujourd'hui, les ateliers emploient essentiellement des femmes. Ils se méfient des hommes, grévistes en puissance. Notre journaliste s'installe à une machine à coudre. Sa collègue la met au parfum. Ici, il faut faire 20 pièces par heure. Mais même les ouvrières qui ont beaucoup d'expérience, elles n'arrivent pas à le faire. Et sinon, la patronne te fait des reproches et est tout le temps sur ton dos. Et toi, tu arrives à faire combien de pièces? Entre 7 et 10 pièces par heure, c'est tout. Et si tu ne finis pas à temps, on te fait des reproches? Oui, mais je ne peux pas aller plus vite. Je fais déjà beaucoup d'efforts. Visiblement, si les ouvriers cambodgiens ont obtenu des augmentations de salaire, leurs objectifs de rendement sont devenus presque impossibles à atteindre. Le lendemain, Sofia part rendre visite à son frère.
La prison est à 4 heures de route de la capitale et le trajet coûte plus de 5 €. Une somme importante. Aujourd'hui, je vais voir mon frère parce que j'ai peur. On m'a dit qu'il fallait aller le voir souvent car il peut être transféré dans une autre prison sans que je sois prévenue. Et je ne veux pas perdre sa trace. Une fois à la prison, nous nous présentons comme des amis de la famille de Sofia. On doit laisser nos téléphones ici? Oui, c'est ça. On va tous les mettre sous clé. Si l'administration saisit nos téléphones, c'est parce qu'elle craint que nous ne prenions des photos. Finalement, nous sommes priés de quitter les lieux. Le directeur ne vous permet pas d'entrer dans la prison. Il a peur que vous fassiez partie d'une ONG. Vous devez repartir. Des prisons fermées aux observateurs extérieurs. Nous ne pourrons pas rencontrer le frère de Sofia. Mais quelques jours plus tard, un journaliste cambodgien en caméra cachée va réussir à parler à un autre ouvrier du textile emprisonné. Ils sont 20 au total. Je me sens pas très bien. J'ai eu de la fièvre ces derniers jours. Mes blessures ne sont pas guéries et mes plaies ne cicatrisent pas. J'ai encore des bleus sur la tête. On est 105 prisonniers dans la cellule. On dort par terre sur des planches. Il y a 40 cm par prisonnier. Mais le plus difficile, c'est qu'on n'a pas assez à manger. À ce jour, les 20 ouvriers sont encore en prison. Ils n'ont aucune information sur la date de leur procès. D'autres ont payé un tribut plus lourd encore. À 2 heures de route de Phnom Penh, nous avons rendez-vous dans un village de campagne. Les habitants font chaque jour l'aller-retour vers les usines textiles de la capitale. Tous sont allés manifester. Comme Kim, un chef couturier dont voici le père. Mon fils avait 26 ans. Là, c'est son corps. Et là, les funérailles et l'incinération. Kim était au mauvais endroit, au mauvais moment. Là, on voit les policiers qui essayent d'attraper mon fils. Il pensait s'enfuir par cette porte en métal, mais elle était fermée. Il a été piégé. Les policiers l'ont tué sur place. Le 3 janvier dernier, Kim a été abattu d'une balle en plein thorax. Il laisse une femme de 22 ans et une petite fille de 2 mois. Pour le père de l'ouvrier, cette mort ne pose pas seulement la question de la répression policière. Elle doit interroger les consommateurs occidentaux. Je voudrais passer un message aux marques et aux clients qui achètent les vêtements. Il ne faut plus choisir les vêtements fabriqués par les ouvriers cambodgiens. Ils sont tachés de sang. Certains ouvriers se partagent un œuf en guise de repas. Il faut que les marques arrêtent de s'intéresser uniquement au profit et de vouloir toujours les prix les plus bas. Il faut qu'elles réfléchissent aux conditions de travail des ouvriers. Aujourd'hui, sans le salaire de Kim, la famille peine à joindre les deux bouts. Le père affirme que l'usine n'a versé aucune compensation. Nous nous y rendons en caméra cachée. Vous êtes qui? On est des acheteurs de textiles. Qu'est-ce que vous voulez? On voudrait acheter des vêtements et discuter des prix. Après quelques minutes de négociation, nous sommes reçus par le contremaître. Nous lui demandons s'il est exact que l'un de ses ouvriers est mort pendant les émeutes. Oui, il y a bien un de nos ouvriers qui a été tué pendant les grèves. Pour les ouvriers blessés, l'usine donne 40 €. Et pour les morts, l'usine donne 70 €. C'est un geste que fait l'entreprise, mais on n'y est pas obligé.
Des sommes dérisoires que le père de Kim dit ne pas avoir reçues. L'usine travaille pour les marques Etam et CEA. Prendront-elles en charge les hausses de salaire obtenues par les ouvriers? Le contremaître en doute. Tous les patrons d'usines s'inquiètent, parce qu'ils ont peur que les marques quittent le Cambodge. Les ouvriers voulaient augmenter leur salaire de 60 à 120 euros. Ça faisait quand même beaucoup. Et si on met ce genre de pression, les actionnaires vont nous laisser tomber. C'est sûr. Fin de la visite. Etam et CEA n'ont pas souhaité répondre à nos questions. Parmi les enseignes occidentales qui font fabriquer leurs vêtements au Cambodge, nous avons aussi sollicité Gap, Levi's, Benetton, Zara, Pimki, Decathlon. Aucune n'a souhaité nous accorder d'interview. La plupart font valoir qu'elles ont envoyé une lettre commune au gouvernement cambodgien après les émeutes. Elles lui demandent de respecter les droits des ouvriers emprisonnés, le droit syndical, les négociations sur le salaire minimum. Les marques sont-elles, d'une manière générale, réellement préoccupées par ces questions sociales? À Montreuil, nous rencontrons Vanessa Gauthier de l'ONG Peuple Solidaire. Nous lui demandons quelle est la part exacte des salaires dans le prix d'un vêtement. Elle va prendre l'exemple du Bangladesh. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le salaire d'un travailleur ou d'une travailleuse représente 0,6% d'un t-shirt, par exemple. Donc c'est vraiment une part infime par rapport à toute la chaîne de production. D'après l'association Éthique sur l'étiquette, sur un t-shirt fabriqué au Bangladesh, vendu 29 € en France, le salaire versé aux ouvriers représenterait seulement 18 centimes d'euros. Un chiffre dérisoire lorsqu'on sait que la marge du magasin dans lequel est vendu le t-shirt s'élève, elle, à 17 €, quasiment 100 fois plus. Un différentiel impressionnant. Pour terminer ce reportage, nous retournons dans le village de Kim, l'ouvrier de 26 ans tué dans les émeutes. Nous rencontrons un jeune homme qui rentre de l'usine. Il s'appelle Tai. Son calme est trompeur. À 16 ans, Tai est révolté de devoir travailler. Mais ses parents sont criblés de dettes. Il y a 6 mois, il a dû renoncer à ce qu'il aimait le plus au monde, l'école. Je n'ai pas envie de travailler dans le textile toute ma vie. Mais je suis obligé, à cause de ma famille qui est trop pauvre. J'aimerais vraiment retourner à l'école. Mais c'est impossible. Je sais que je n'aurai plus jamais cette chance. Même si je travaille à l'usine, je continue de réviser le soir. J'ai gardé mes livres de 3e, il m'en reste 4. Je vais vous les montrer, suivez-moi. C'est à côté. Papa, on peut attraper mes cahiers qui sont là? Tu peux m'aider à tenir ça? Ils sont derrière le rideau. Tai a 5 frères et sœurs, dont 2 se sont mariés. À la maison, il est désormais l'aîné. C'est pour cela que ses parents l'ont envoyé à l'usine. J'ai appris cette leçon et ensuite j'ai essayé d'écrire moi-même un poème. Tu nous en lis un passage? D'accord. Le chant de Tai résonne bien au-delà de ce village du Cambodge. Le jeune auteur de ces quelques strophes a peut-être cousu l'un des vêtements que nous portons.